Bienvenue. Aujourd'hui, on explore ensemble les infos clés du quotidien Les Échos, celui du 18 août 2025. L'idée, c'est de décrypter un peu les enjeux éco, sociaux, géopolitiques qui se dessinent là, dans ces pages. Et on démarre tout de suite avec un sujet assez chaud en France, la fiscalité des héritages. C'est en page 2, un débat qui touche vraiment au patrimoine, aux inégalités aussi. Les chiffres, franchement, ils donnent un peu le vertige. On parle de presque 16 milliards d'euros de succession attendus pour 2024. Et surtout, une concentration énorme du patrimoine, genre plus de 70% chez les plus de 60 ans. Ça interroge sur la façon dont la richesse circule, non? Ah oui, absolument. Et d'ailleurs, le graphique dans l'article, il montre bien que ce n'est pas juste un chiffre ponctuel. C'est une tendance qui s'accélère et ça fait plus de 10 ans que ça dure. Plus de 10 ans, d'accord. Du coup, ça relance forcément tout le débat politique. Est-ce qu'il faut alléger la fiscalité pour, disons, faciliter la transmission entre générations? Certains proposent d'augmenter les abattements, vous savez, les sommes qui ne sont pas taxées. Oui, les seuils non imposables. Voilà. Ou alors, à l'inverse, est-ce qu'il faut taxer plus fort pour essayer de corriger ces inégalités de patrimoine qui, elles aussi, se creusent? Clairement, les solutions qu'on envisage sont diamétralement opposées. C'est ça qui est frappant, cette espèce de tension constante entre, d'un côté, vouloir préserver le patrimoine familial, et de l'autre, la nécessité d'une certaine cohésion sociale face à ces inégalités qui augmentent. L'article montre bien ce dilemme, Paman, très très français, j'ai l'impression. France, eh bien, on la retrouve ailleurs, on la retrouve sur un terrain complètement différent, celui de l'enseignement supérieur, avec ce fameux classement de Shanghai. C'est en page 3. Ah oui, le classement de Shanghai. Alors, où est-ce qu'on se situe? Comment s'en sortent nos universités dans cette course mondiale à l'excellence? C'est une image un peu en demi-teinte, on va dire. D'un côté, on a une belle réussite, Paris-Saclay, elle se maintient super bien, 15e place mondiale. C'est la première en Europe continentale. C'est le fruit d'investissements, de regroupements stratégiques. Oui, ça c'est plutôt positif. Oui. Mais de l'autre côté, on observe un léger tassement global. On a seulement 4 établissements français dans le top 100 cette année. Ah, contre 5 l'an dernier. C'est ça, contre 5 l'an dernier. La concurrence internationale, elle est redoutable, surtout venant d'Asie et des pays anglo-saxons. L'article pointe du doigt des défis qu'on connaît bien en fait, le financement de la recherche, surtout fondamental, comment attirer et garder les chercheurs stars face à des salaires meilleurs ailleurs. Mhm. L'attractivité internationale. Voilà. Et puis l'efficacité réelle des grands pôles universitaires qu'on a créés récemment. Au fond, ce classement, même si on peut le critiquer, il agit un peu comme un miroir. Un miroir de cette lutte mondiale pour le savoir et puis pour l'influence qui va avec, bien sûr. Et justement, cette compétition pour l'influence, pour la technologie, elle prend une tournure encore plus stratégique, on va dire, quand on regarde l'article de la page 11. Ça nous emmène en Argentine cette fois. Une station spatiale chinoise là-bas qui suscite des tensions avec les États-Unis. De quoi il s'agit exactement? Alors, c'est une base d'observation de l'espace lointain, installée en Patagonie. Officiellement, la mission est scientifique, c'est lié au programme lunaire chinois. D'accord, scientifique. Oui, mais le point sensible, c'est que l'opérateur de la station est lié à l'armée chinoise. Et du coup, Washington soupçonne fortement une double utilisation, civile et militaire. Ah d'accord, c'est ça le nœud du problème. Exactement. Les craintes, c'est des capacités d'espionnage électronique, peut-être de surveillance de satellites occidentaux. Et tout ça dans un certain manque de transparence, il faut le dire. Pour l'Argentine, qui a autorisé cette base sous un gouvernement précédent, la situation est, Délicate. pour le moins, inconfortable, oui. Prise entre deux partenaires majeurs, la Chine et les États-Unis. Ce cas, il illustre parfaitement comment des infrastructures, présentées comme civiles, peuvent devenir des enjeux géostratégiques majeurs, surtout quand leur usage potentiel reste un peu ambigu. C'est une question de souveraineté, de confiance aussi, dans ce contexte de rivalité accrue entre grandes puissances. C'est fascinant de voir comment le spatial devient comme ça un terrain d'affrontement indirect. Bon, alors, si on essaie de relier un peu les points de cette édition des Échos, on a ce débat interne majeur sur le partage de la richesse via l'héritage, la pression de la compétition mondiale sur nos universités, nos institutions de savoir, et puis ces frictions géopolitiques qui passent par la technologie spatiale. Quel fil conducteur on peut tirer de tout ça, à votre avis? Ces 3 articles, je trouve, ils dessinent bien les contours des pressions d'aujourd'hui. D'abord, il y a la gestion, toujours complexe, des équilibres internes, socio-économiques. La question de l'héritage en est un symbole fort.
Ensuite, il y a cet impératif de performance, de visibilité dans une arène mondiale hyper compétitive. Le classement des universités le montre bien. Et puis enfin, il y a la manière dont la compétition entre les grandes puissances s'infiltre dans des domaines technologiques pointus et ça brouille les lignes entre la science, l'économie, la stratégie militaire. Ce sont vraiment 3 facettes d'un monde interconnecté et clairement sous tension. Voilà pour ce tour d'horizon rapide mais dense des enjeux soulevés par les Échos aujourd'hui. Et peut-être pour prolonger un peu la réflexion, au-delà de ces choses très visibles, les débats fiscaux, les classements, les installations qui font polémique, comment est-ce qu'on peut identifier, comment comprendre les stratégies d'influence qui sont plus souterraines, peut-être culturelles, normatives, celles qui sont à l'œuvre discrètement pour façonner les rapports de force économiques et technologiques de demain? Excellente question. Pour continuer à creuser. Merci d'avoir suivi cette analyse.